Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Ravi de vous retrouver en ce jeudi soir. L'Airbus A320 de la compagnie Air Egypte qui a disparu des écrans radars dans la nuit de mercredi à jeudi avec 66 personnes à bord, dont 15 Français. Alors qu'il effectuait la liaison Paris-Le Caire, il s'est abîmé, a déclaré le chef de l'État François Hollande. On écoute. Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr les autorités égyptiennes, nous confirment hélas que cet avion s'est abîmé et s'est perdu. Il y a 66 passagers en tout, y compris les personnels d'équipage et les personnels de sécurité. Parmi ces personnes, il y a 15 Français. Nous avons donc pris les dispositions à l'égard des familles concernées et la cellule de crise a été immédiatement actionnée. Avec les autorités égyptiennes, nous faisons en sorte que toutes les familles puissent être accompagnées, informées dans cette épreuve. Et nous avons une pensée de solidarité et de compassion. Ce n'est pas la première fois que de telles catastrophes se produisent. Et nous savons ce que cela représente pour les familles et pour les proches. Mais nous avons aussi le devoir de tout savoir, de tout connaître sur les causes de ce qui s'est produit. Et aucune hypothèse n'est écartée. Aucune n'est privilégiée. J'ai donc voulu que tout soit mis à disposition des autorités grecques et égyptiennes pour qu'en liaison avec elles, nous puissions envoyer bateaux et avions pour connaître là où l'avion s'était échoué et pour retrouver autant qu'il était possible des débris qui nous permettent de connaître et de savoir la vérité. Et lorsque nous aurons la vérité, nous devrons en tirer toutes les conclusions. Que ce soit un accident ou une autre hypothèse que chacun a à l'esprit, qui peut être une hypothèse terroriste. Mais à ce stade-là, nous devons d'abord privilégier notre solidarité à l'égard des familles et la recherche des causes de la catastrophe. Je sais que le gouvernement français est mobilisé, je sais que beaucoup d'organisations, à commencer par, bien sûr, les compagnies aériennes concernées, mais également les autorités de pays amis, en premier lieu les autorités égyptiennes sont mobilisées et nous aurons la vérité. Aujourd'hui, je suis avec vous pour... Le 18 mai, les forces de l'ordre ont manifesté place de la République à Paris contre la haine, je cite, anti-flic. Explication de Mouna El Mokhtari en plateau. C'était place de la République contre, je cite, la haine anti-flic. Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, plus de 300 policiers ont été blessés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais dans le même temps, la multiplication des interpellations violentes et des blessures du côté des manifestants ont remis au centre des débats la minorité des casseurs, la police et les violences policières. Avec nous pour se pencher sur la question des relations entre la police et la population, Mathieu Zagrodzki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales qui dépend du CNRS. Alors, ces derniers mois, on a assisté à des déclarations d'amour et de confiance de la population vis-à-vis de la police, notamment au lendemain des attentats qui ont meurtri la France en 2015. Renaud a même immortalisé cet élan dans une chanson. Pourtant, on a aussi entendu dans les manifestations plus récentes, et notamment celle du 1er mai, des slogans du type « Tout le monde déteste la police ». Comment vous expliquez ce paradoxe ? Il n'y a pas vraiment de paradoxe. Il y a plutôt en ce moment une focalisation sur une certaine partie de la population et en gros des opinions politiques qui sont par nature hostiles à la police.
En gros, si on regarde l'évolution de la popularité de la police depuis environ un an, ça ne change pas tellement. On est au-delà de 80%. Hein, les sondages ces derniers jours le confirment. Il y a des confrères à vous, ceux du Parisien, absolument, qui en ont publié un ce matin. Donc on est sur quelque chose qui est parfaitement stable depuis janvier 2015. Ce qu'on voit aujourd'hui, autour de la protestation face à la loi El Khomri, ce sont des mouvements qu'on qualifiera d'anarcho-révolutionnaires, qui sont par nature hostiles à la police, parce que ce sont des mouvements anti-autorité, et qui de toute façon, à mon avis, n'ont pas applaudi la police en janvier 2015 au moment de la marche suite aux attentats de Charlie Hebdo. Alors, on a vu que les policiers avaient commis quelques erreurs. Quelle est la stratégie globale du maintien de l'ordre en ce moment face à la mobilisation contre la loi El Khomri? Quelles sont les particularités en fait de cette stratégie du maintien de l'ordre? Alors, est-ce qu'il y a une véritable particularité des manifestations aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est sûr que ça dure depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a un effet de répétition et de multiplication dans le sens où les manifestations, elles n'ont pas lieu seulement à Paris. On a vu qu'il y avait des incidents violents à Nantes et à Rennes. Et en cela, il y a sans doute un effet de saturation sur les forces de l'ordre. Après, si on regarde sur le temps long, les 20, 30, 40 dernières années, il y a toujours eu des incidents en marge des manifestations. Oui, il n'y a rien de nouveau finalement. Il n'y a rien de nouveau dans cet effet-là. Les manifestations étudiantes génèrent généralement des incidents. Les manifestations syndicales génèrent parfois des incidents. Et puis si on parle des agriculteurs, des marins-pêcheurs, c'est finalement quelque chose qui est assez répétitif. Alors, est-ce que les policiers sont suffisamment bien encadrés dans cette gestion? Je pense qu'ils sont bien encadrés au sens où l'encadrement est nombreux et les méthodes mises en œuvre sont relativement bien répétées. Après, je m'interroge sur la clarté des ordres qui sont donnés depuis en haut. Je pense, j'ai toujours cette impression qu'à la fois l'exécutif et la hiérarchie policière ne savent pas sur quel pied danser. D'un côté, il y a une demande d'ordre, de répression face aux casseurs, face à toutes les dégradations qu'on observe. D'un autre côté, il y a des protestations, souvent légitimes d'ailleurs, contre les violences policières, hein, comme à Bergson. Enfin, il y a de nombreux exemples. Il y a quelque chose comme 30-35 cas de brutalité policière qui ont été recensés officieusement depuis le début de la protestation. Dans la bouche des porte-parole de la police, on a le sentiment qu'ils minimisent au maximum les erreurs et les bavures qui ont été commises. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni ? Certainement, les syndicats policiers sont dans leur rôle. Évidemment, leur boulot, c'est un peu de minimiser la responsabilité des policiers et de présenter les policiers sous un jour favorable. Donc au fond, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Ce qui est plus problématique à mon sens, c'est la communication ou l'absence de communication du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, on n'est pas capable de savoir en France combien il y a de plaintes pour brutalité contre des policiers, combien de policiers sont condamnés. Et d'une façon générale, justement, le ministère donne trop le champ ouvert aux syndicats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je trouve que la communication de la police elle est faite plus par les syndicats que par les policiers eux-mêmes. Si on prend l'exemple des pays anglo-saxons, ce sont les commissaires, par exemple il se passe quelque chose dans tel quartier, dans telle ville, c'est le commissaire de tel quartier, telle ville qui va prendre la parole pour dire ce qui s'est passé. En France, la parole est quand même très verrouillée au niveau de l'intérieur. Au final, on a le sentiment d'une incompréhension entre les citoyens lambda comme vous et moi et la police, comme s'il n'y avait que la justice ou que les tribunaux comme relation possible entre les citoyens et la police. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette incompréhension et comment on peut lutter contre ? La police en France, elle s'est construite, pour faire très très simple, autour du pouvoir central, autour de l'exécutif, et a toujours et avant tout été un instrument du pouvoir. Si on prend la création de la préfecture de police, par exemple, sans faire sa généalogie jusqu'à Louis XIV, c'est en 1800 sous Napoléon, elle est créée pour contrôler la foule parisienne, parce que Napoléon a peur de la foule parisienne. Et donc il y a une tradition sur le long terme, comme ça, de méfiance à l'égard de la population et d'instrumentalisation de la police. C'est que vers les années 70-80, avec un certain nombre de rapports, qu'on s'est aperçu que les relations police-population avaient été un peu négligées, que la délinquance quotidienne avait également été négligée, que finalement, quand les gens portaient plainte pour un cambriolage ou un vol, il n'y avait aucune suite. Et puis, on a timidement tenté de remédier à ça. La police de proximité en est l'exemple le plus emblématique. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré le temps du quinquennat Jospin, si je puis dire. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui a du mal à prendre en France. Encore une fois, sans idéaliser l'exemple anglo-saxon, qui comporte d'autres problèmes, notamment le modèle américain. Mais si on prend les Anglais, par exemple, les Anglais, dans tous les commissariats, ils organisent des réunions régulières avec la population pour recueillir leurs attentes, leurs retours. Et il faut savoir que les policiers britanniques sont évalués en partie en fonction de la satisfaction de la population. Ça fait partie en fait des critères, des indicateurs de performance des polices anglaises. On est évidemment très très loin de ça en France. Merci Mathieu pour cet éclairage. Merci à vous. Et pour en savoir plus sur ces problématiques, rendez-vous dans les pages Société du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.
faut-il aller voir le dernier Almodovar? La réponse d'Isabelle Régnier, elle est notre critique cinématographique. Regardez. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba Julieta a demasiado coupé les doloroso. ponts avec sa fille Antilla depuis O por des simple années. pudor. Une rencontre fortuite avec une des amies d'enfance de sa fille va Juan me bouleverser dijo sa que se vie. llamaba Sol. Elle décide alors d'écrire une lettre à Antilla pour lui raconter son Me secret. dijo que estaba casado. On est dans la grande tradition un peu romanesque d'Almodovar, de Tout sur ma mère, Le ciel que tu habites, enfin voilà, tous ces films qu'il fait depuis une grosse dizaine, quinzaine d'années. C'est le film peut-être de l'entrée dans la vieillesse pour Pedro Almodovar. C'est une histoire extrêmement banale. C'est l'histoire d'une mère qui a failli, qui a pas réussi à garder son enfant. Ça, on le devine très tôt. Le dévoilement de l'histoire prend un chemin qui est assez propre à Almodovar, qui est celui du mélodrame, avec énormément de références au cinéma hollywoodien flamboyant, à Alfred Hitchcock, Veine, Vertigo, au mélo de Douglas Sirk. Antía ha elegido su propio camino. De Madrid, Pedro Almodovar emmène le spectateur dans le passé de son héroïne en Galice, avec un récit haut en couleur. Il se passe des choses très paroxystiques. Il y a des tempêtes, puisque une partie de l'histoire se passe en Galice, au bord de la mer. Il y a des catastrophes, des morts, des disparitions. Et tout ça pour dire quelque chose de très banal au sens où c'est des choses qui arrivent dans la vie de tout un chacun. Et c'est ce qui fait la beauté du film, cet alliage Iba a Madrid a comprar un motor para d'un una de souci finalement très banal También et dijo que toda su vida había de vivido junto al mar. péripéties extravagantes qui sortent de l'ordinaire, du quotidien. Des couleurs, des actrices superbes, la mer, des costumes chatoyants. Tout ça est assez plaisant. On est pris, quoi. Il sait faire son travail, Almodovar. Et en même temps, quand ça s'arrête, moi je reste un petit peu sur ma faim. Enfin, c'est comme si c'était, c'est comme comme on dit d'un vin qu'il est court en bouche. No sé cómo se las arregla. La patte du réalisateur est bien là, mais est-elle trop timide ou bien apaisée? Es una lástima, pero tengo mucha prisa. De verdad no sabes cuánto me Il n'y a jamais ce vertige en fait dans lequel basculent ces films qui sont les plus réussis comme ça. Là, on est quand même un petit peu en deçà. Donc c'est vraiment pas déplaisant à regarder, c'est plutôt agréable, mais il manque quelque chose. C'est un film assez apaisé, mais quand même très très douloureux. C'est un film sur le regret et le remords, et qui passe par quelques moments absolument splendides de cinéma. Pedro Almodovar le dit clairement, il est enchaîné à son cinéma tel qu'on l'a connu et tel qu'il continue de le pratiquer, avec toujours autant de finesse et de sensibilité et un petit peu plus de tristesse. Siempre supe que había algo importante en tu vida. que nunca Julieta de Pedro compartiste Almodovar conmigo. en salle le 18 mai. Et enfin, pourquoi les séries anglaises sont-elles meilleures que les nôtres? C'est ce que nous expliquent nos critiques cinématographiques Pierre Langlais, Marjolaine Jarry, Pierre Cerisier et Maxime Bourdeau pour le Grand News. Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. En matière de séries, ces messieurs les Anglais tirent souvent les premiers et visent juste. Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, les petites Anglaises? Réponse de nos 4 critiques Froggies, consumées de jalousie. Tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi elle est faite. Cette British Touch qui rend les séries plus belles. Comme on dirait outre-Manche, il y a un je ne sais quoi dans les séries britanniques qu'on a du mal à définir. Il y a une véritable audace, une faculté à nous secouer bien violemment parfois, comme avec Black Mirror ou avec Utopia.
Leurs séries leur ressemblent vraiment, elles sont généralement pleines d'allure et d'esprit, un peu comme Downton Abbey. Ou alors elles sont classiques mais avec une pointe d'excentricité comme Sherlock. Je pense qu'on pourrait faire un annuaire téléphonique avec les chefs-d'œuvre qu'ils ont produits au cours de toutes ces années. Dans le fond, c'est vraiment l'art et la manière d'oser, de jamais rien s'interdire. Et cette liberté-là, pour moi, c'est ça qui symbolise la télévision anglaise. Même s'ils sont capables d'être classiques, même s'ils sont capables d'être formatés, il y a dans leur tête quelque part cette notion qu'ils peuvent aller de l'avant et qu'ils ne sont pas coincés. Et Black Mirror, c'est un symbole extraordinaire de cette liberté-là. Fuck you for me, for us, for everyone, fuck you. Ok, mais comment font-ils pour être aussi bons? Ils prennent vraiment leur identité à bras-le-corps. Ils essayent absolument pas de copier ce qui se fait ailleurs. Et ça leur donne toute cette particularité, cette étrangeté qui plaît tellement et que les États-Unis essayent d'ailleurs de copier désespérément. D'abord, c'est de placer le scénariste au centre de l'histoire. En fait, c'est lui qui est le raconteur, c'est lui qui porte le récit, donc c'est lui qu'on écoute. Par exemple, un auteur comme Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch, a vendu sa série sans même en avoir écrit la fin. Donc, quand on sait que c'est un policier et que donc une chaîne a acheté une série sans savoir qui était le coupable, on imagine difficilement pareil la même chose en France. Donc le pouvoir aux auteurs, ça marche quand même toujours pas mal. This morning, the body of an 11-year-old child was found on Harbour Cliff Beach. Faire quelque chose qui est à la fois divertissant, comme dans des séries policières avec du suspense, et en même temps qui pose des problèmes ou des questions sociales, politiques ou morales auxquelles va être confronté le spectateur. Il y a un véritable savoir-faire, c'est un mot-clé. Les Anglais ont un savoir-faire qu'on n'a pas aujourd'hui en France encore, et c'est ce qui fait que leur télévision est de qualité. C'est l'heure du verdict de Tête de série. On a compris qu'elles avaient tous ces petites anglaises. Le sérieux et le charme, le goût du polar et celui de l'ironie. Mais s'il y en avait une chère à votre cœur, plus que toutes les autres, ce serait laquelle? Utopia. Brillante, anxiogène, tragique, pop, noir, fluo, jamais vu, un choc esthétique et philosophique. Du côté des policiers, là où les Britanniques excellent, la première saison de The Fall était excellente. Et du côté des comédies, il y a Miranda qui est une sitcom complètement loufoque et clownesque, dont seuls eux ont le secret. C'est Skins. J'ai grandi sériellement avec Skins. Les 2 premières saisons de Skins, pour moi, restent un truc extraordinaire. Pour un gars qui avait grandi avec les séries ados américaines, les Dawson et consorts, c'était l'étape suivante. Plus que de vous recommander une série récente, parce qu'il suffit d'aller piocher pour en trouver, je vais vous recommander une série ancienne. Regardez, re-regardez Chapeau melon et boîte de cuir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous pouvez retrouver la suite de vos programmes sur News TV, notamment la rediffusion du Grand News ce soir à 22h55. Je vous retrouve demain à 20h15. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. J'embrasse au passage Joseph Cabri, que nous retrouverons bien sûr demain pour sa Presse People de la semaine. Je pense qu'il y aura des choses à dire. Je vous retrouve donc demain à 20h15 avec un très grand plaisir. À demain, enfin, j'espère. Bonne soirée.